Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une originalité du monde du vin, de ces réunions de producteurs, de marchands et d'amateurs qui mêlent le folklore, l'histoire, le prestige et un peu de mystère aussi. Ce sont les confréries bachiques, en hommage à Bacchus, le dieu du vin chez les Romains. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces associations ou vu des photos de vignerons en costumes étranges, faits de grandes capes et de couvre-chefs improbables. Des confréries bachiques, il en existe des dizaines, rien qu'en France, et dans presque tous les vignobles, comme la Jurade à Saint-Émilion, l'Ordre des Coteaux de Champagne, ou encore la Commanderie du Bon Temps, qui regroupe les grands crus classés du Médoc, des Graves et du Sauternais, pour ne parler que des plus importantes. Il en existe aussi à l'étranger, et je ne vais pas toutes vous les citer, mais j'en mentionnerai seulement deux qui sont significatives, la Confrérie des Vins de Porto et l'Ordre des Chevaliers de la Truffe et du Vin d'Alba. Chacune de ces organisations a des statuts et un fonctionnement un peu différents, mais elles partagent toutes des buts communs, à savoir la protection et la promotion des vins de leur terroir. Cette tradition, elle n'est pas née en France, mais en Italie, et elle remonte loin dans le temps, puisque la plus ancienne date du XVe siècle en Toscane. Conçue au départ comme une organisation administrative de gestion du territoire, la Ligue du Chianti s'est très vite intéressée à la viticulture pour améliorer la qualité de la production. Elle s'est aussi dotée d'un emblème, le coq noir, qui est encore aujourd'hui le symbole de l'appellation Chianti Classico. Cette Ligue du Chianti, elle a existé durant 300 ans avant d'être dissoute en 1774, puis refondée en 1970. Mais dans l'histoire contemporaine, la confrérie qui se démarque des autres, celle qui a le plus de membres et la présence la plus vaste à travers le monde, la plus ancienne de toutes, elle est bourguignonne, c'est la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin. Je suis moi-même chevalier, et aujourd'hui, je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur cette association bientôt centenaire. Cette histoire commence le 16 novembre 1934 à Nuits-Saint-Georges en Côte d'Or, et en cette froide soirée d'automne, le caveau Nuiton accueille une dégustation de vignerons. Quand on pense à la Bourgogne viticole aujourd'hui, on pense à des noms de crus et de domaines prestigieux, à des bouteilles rares et chères qui s'exportent partout dans le monde. Mais dans les années 30, on est très loin du succès actuel de la Bourgogne. La région vient de connaître plusieurs grands millésimes, comme 1929, 1933, ou le 1934 qui vient tout juste de finir de fermenter et qui s'annonce très prometteur. Mais les conséquences du choc de 1929 se font encore sentir. Les vins ne se vendent pas, et la Bourgogne traverse une grave crise économique. Mais en cette veillée de novembre, deux vignerons du cru, Georges Fèvelet et Camille Rodier, ont une idée qu'ils présentent ainsi à l'assemblée présente. Des vins de qualité tels que les nôtres doivent engendrer de la joie et de l'optimisme. Trêve de lamentation, si nos caves sont pleines, il faut les vider et inviter nos amis pour nous aider. Rénovons nos vieilles confréries bachiques pour conjurer le sort et au contraire, empruntons à Rabelais sa truculence, sa bonne humeur et à Molière sa philosophie souriante, son bon sens. C'est ainsi qu'il crée la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin, qui aura pour mission de protéger et de promouvoir la Bourgogne, ses vins et sa gastronomie, en invitant les amateurs à des moments de partage et d'échange autour de dîners aux accents folkloriques. Il faut dire que les Bourguignons ont le sens du marketing. Ce sont eux déjà qui avaient compris à la fin du XIXe siècle que leur village attirerait peut-être plus de visiteurs si on accolait à leur nom celui de leurs crus les plus anciens ou les plus prestigieux. Nuits, Saint-Georges, Vaune, Romanée, Gevrey, Chambertin, Chambol, Musigny ou encore Puligny, Montrachet. La confrérie commence à recruter des membres, non seulement en France mais aussi à l'étranger, et les dîners se succèdent. Malheureusement, le conflit mondial va mettre en suspens les projets de la confrérie, mais elle crée tout de même sa première représentation à l'étranger, ou commanderie,
en 1940 aux États-Unis, alors encore en paix. À la Libération, le premier acte des deux présidents est d'acquérir le château du Clos de Vougeot, ce qui est fait le 29 novembre 1944. Le château a grand besoin d'être rénové et les deniers de la confrérie, qui est une association loi 1901 à but non lucratif, permettront notamment de restaurer petit à petit le bâtiment. Le château du Clos de Vougeot, c'est non seulement le siège et le lieu de réception de la confrérie, mais en vérité, c'est son âme et le symbole de son ancrage dans la terre, l'histoire et la tradition bourguignonne. Un héritage presque millénaire. Pour comprendre les origines et l'importance du Clos Vougeot et de son château, il nous faut faire un bond de plus de 900 ans en arrière. Nous sommes en l'an de grâce 1098. Cadet d'une riche famille entrée dans les ordres dès l'âge de 15 ans, Robert de Molesme demande l'autorisation de fonder un nouvel ordre monastique bénédictin. Voilà des années qu'il trouve que la règle de Saint-Benoît, basée sur la prière et le travail, n'est pas appliquée de façon assez stricte et, grâce à un don du vicomte de Beaune, il s'installe sur une terre encore marécageuse où il fondera une nouvelle abbaye. Le nom de Cîteaux vient du vieux français Cistel qui signifie roseau, car les terres octroyées à ce nouvel ordre bordent un petit cours d'eau nommé la Vouge. La règle cistercienne professe une vie d'ascèse, mêlant temps de prière et travail agricole rigoureux, car les moines doivent se procurer eux-mêmes leurs propres revenus. Sur cette terre de Côte d'Or, que l'on sait déjà propice à la vigne depuis l'époque romaine, les moines plantent en cépage pinot noir un vignoble en amont de l'abbaye qu'ils cultiveront avec ardeur et étendront au fil du temps afin de pouvoir vendre ces vins. Au XIVe siècle, cette vigne au bord de la Vouge est ceinte de murs et devient le Clos Vougeot. La renommée des vins de Beaune et de la Côte est déjà telle à cette époque que l'érudit Pétrarque en fait même la principale raison pour laquelle la papauté d'Avignon refuse de retourner à Rome, où elle ne pourrait pas trouver ses crus. Au XVIe siècle, l'abbaye de Cîteaux décide d'ériger à la place de la modeste cuverie d'alors le château tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais à la Révolution, les biens de l'abbaye sont dispersés et le château survit uniquement grâce aux banquiers Ouvrard, bien qu'en triste état. En 1889, il est sauvé de la ruine par le négociant Léonce Boquet, qui engloutira une large part de sa fortune pour restaurer l'édifice, mais, suprême honneur, il sera enterré à sa mort en 1913. Étienne Camuset, maire de Vaune-Romanée, le rachète en 1920, avant de le céder à la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin en 1944. Et en 2015, il est devenu le siège des climats de Bourgogne classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, le château du Clos Vougeot est ouvert au public et je vous invite à venir le visiter. Vous y découvrirez les vieux pressoirs du XIe siècle, le grand cellier du château, ainsi que les salons restaurés au XIXe. Vous pourrez aussi découvrir une création originale dévoilée pour Noël 2025, une réplique du château en Lego, conçue et assemblée par les équipes du fabricant danois et qui a demandé plus de 200 000 pièces et 400 heures de travail. J'ai insisté sur l'origine cistercienne du Clos Vougeot et de son château, car pour quiconque s'intéresse à l'histoire des grands vignobles d'Europe, il est impossible de passer sous silence le rôle absolument majeur qu'ont joué les moines cisterciens. La figure tutélaire de l'ordre, c'est un jeune Dijonnais qui entre à Cîteaux en 1112 avant d'être envoyé fonder une seconde abbaye 3 ans plus tard en Champagne, à Clairvaux. Profondément attaché à sa communauté et aux principes d'ascèse et de travail des cisterciens, Bernard de Clairvaux, qui deviendra Saint Bernard, va œuvrer toute sa vie au développement et au rayonnement d'un ordre qui comptera à sa mort en 1153 345 couvents et monastères à travers toute l'Europe. Au fil du temps, les cisterciens vont participer à la construction de plus de 250 cathédrales, 35 000 églises et d'1 millier de monastères. Les cisterciens étaient des bâtisseurs, mais ils étaient aussi des vignerons,
et la légende raconte même qu'ils goûtaient la terre pour délimiter les terroirs. En réalité, comme l'a démontré Jean-Pierre Garcia dans un article publié en juillet 2020 dans la Revue internationale d'histoire de la vigne et du vin, cela relève purement de la légende. Mais il n'en reste pas moins que les moines ont identifié, à force de travail acharné, millésime après millésime, les différences de sol et de microclimat d'une parcelle à l'autre et la singularité des vins qui en découlaient. En cela, ils ont inventé la notion de climat, telle qu'on l'entend en Bourgogne, et désormais à l'UNESCO, c'est-à-dire, je cite, « des parcelles de vignes précisément délimitées qui se distinguent les unes des autres par leurs conditions naturelles spécifiques, géologie, exposition, cépage, qui ont été façonnées par le travail humain et peu à peu identifiées par rapport aux vins qu'elles produisent. » Et il est absolument bluffant de constater que la délimitation des terroirs effectuée par les cisterciens voilà des siècles correspond précisément aux lignes de faille révélées aujourd'hui par des coupes de sol et des études géologiques approfondies. Au fil du temps, les moines ont développé d'autres vignobles en Bourgogne, que ce soit à Meursault, à Savigny ou à Chambolle. Et les religieuses de l'ordre n'étaient pas en reste, puisqu'on leur doit notamment le Clos de Tart, grand cru du village de Moret-Saint-Denis. Mais les cisterciens ont essaimé leur savoir-faire bien au-delà des frontières de la Côte d'Or, à travers de nombreuses autres régions. Ils ont notamment amené le cépage Sauvignon à Quincy dans la Loire, et c'est grâce à l'abbaye d'Aiguebelle que sont nés les vignobles de Gigondas et de Vaqueras dans la vallée du Rhône. À l'étranger, je vous avais parlé de Vega Sicilia en Espagne, mais les moines ont aussi fait le même travail en Autriche, en Suisse ou en Allemagne, où on leur doit notamment le grand cru du Steinberg, cultivé par l'abbaye des Berbards, elle-même fondée en 1135 près de Mayence, soit seulement 20 ans après Clairvaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que les cisterciens étaient mus par une foi inébranlable qui les poussait à viser l'excellence dans tout ce qu'ils faisaient pour faire rayonner leur ordre. En cela, ils ont été les premiers parmi les ordres monastiques exploitant des vignobles à rechercher non pas seulement la production d'un vin de messe ou d'une qualité suffisante pour être vendu, mais bien l'élaboration des meilleurs vins possibles, donnant ainsi naissance à nombre des grands crus que nous connaissons aujourd'hui. La confrérie des chevaliers du tas de vin doit son nom à un petit outil que les vignerons utilisaient et utilisent parfois encore pour vérifier la qualité du vin en cave. Le tas de vin, ça s'écrit tasse de vin mais ça se prononce tas de vin, se présente sous la forme d'une petite coupelle, typiquement en argent, avec une anse surmontée d'un reposoir pour le pouce pour permettre une bonne prise en main. Le fond en est bombé et comporte d'un côté des stries ou larmes et de l'autre des boules convexes et des cupules concaves. Il existe différents modèles de tas de vin et certains possèdent 12 larmes censées correspondre aux 12 mois de l'année et 7 boules pour les jours de la semaine. Mais ce design n'est pas un caprice esthétique et il répond à une fonction bien particulière qui justifie encore son utilisation aujourd'hui. Ces reliefs permettent de refléter la lumière afin de pouvoir mirer le vin, c'est-à-dire de l'observer pour juger de sa viscosité, de sa limpidité, de sa turbidité, de sa brillance et de sa couleur. Et si un verre de dégustation fait parfaitement l'affaire dans une salle bien éclairée, accroupi en cave à la lumière d'une lampe ou d'une bougie, le tas de vin s'avère plus facile à manier pour évaluer le vin pendant le soutirage, c'est-à-dire l'opération qui consiste à transvaser le vin d'une barrique dans une autre pour le séparer de ses lits. Celui des chevaliers du tas de vin est orné du blason dessiné par l'artiste alsacien Hansi et porté autour du cou grâce au ruban rouge et or aux couleurs des vins de Bourgogne. En 1938, la confrérie a créé la Saint-Vincent tournante, une manifestation qui se tient chaque année au mois de janvier dans un village différent pour honorer les vins du cru et qui constitue encore aujourd'hui un temps fort dans la communauté vigneronne. Un autre temps fort se déroule le 3e week-end du mois de novembre avec les Trois Glorieuses. Le dîner de la confrérie au château, le samedi soir, suivi de la vente des vins des Hospices de Beaune le dimanche, qui est la plus grande vente de charité au monde, et enfin, de la Paulée de Meursault le lundi.
La culture est également au cœur des activités de l'association, qui a créé en 1948 le prix du tas de vin, qui récompense chaque année des œuvres ou des initiatives honorant la Bourgogne. Depuis 1950, la confrérie organise chaque année un autre événement d'importance, le tas de vinage. C'est une dégustation à l'aveugle qui rassemble un parterre de vignerons, de sommeliers et d'experts en dégustation pour évaluer non seulement la qualité d'un vin, mais surtout l'authenticité de l'expression de son appellation et de son millésime d'origine. Les vins sélectionnés sont dits tas de vinés et présentés avec une étiquette reconnaissable au blason de la confrérie, qui est un gage de confiance pour les consommateurs. Aujourd'hui, la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin rassemble plus de 12 000 membres à travers le monde, avec des commanderies et des sous-commanderies en Australie, au Sénégal, au Brésil ou en Nouvelle-Zélande. Ces membres se réunissent régulièrement à l'occasion de dîners mêlant dégustation, gastronomie, bel esprit et chansons vigneronnes, avec un refrain en guise de cri de ralliement, le célèbre Ban Bourguignon. 1, 2. En France, ce sont 16 dîners ou chapitres qui sont organisés chaque année au château du Clos de Vougeot. Chacun sur un thème différent, que ce soit les arts, la musique ou encore la gastronomie, est présidé par une ou deux personnalités. Chaque soirée commence par une cérémonie d'intronisation des nouveaux chevaliers dans les salons du château. Les aspirantes et aspirants doivent être parrainés par 2 chevaliers et avoir démontré au fil des années leur passion pour les vins de Bourgogne. Puis, s'ensuit un apéritif dans la cour du château avant de pénétrer dans le vieux cellier où sont dressées de grandes tables de banquet pouvant accueillir jusqu'à 700 convives. Ce qui fait la singularité de ces dîners, c'est le subtil mélange voulu par les fondateurs de la confrérie entre un lieu et un décorum prestigieux et une ambiance élégante mais décontractée. D'un côté, le dress code est strict, robe longue pour mesdames et smoking ou costume noir avec nœud papillon pour messieurs, mais en même temps, on attend de cette assemblée qu'elle chante sur des airs comme Joyeux enfants de la Bourgogne ou Les Chevaliers de la Table Ronde. Pour agrémenter les vins et le menu cuisiné et servi par des équipes particulièrement attentionnées, des discours se succèdent qui sont à la fois pleins d'esprit et d'érudition, mais aussi pleins d'humour et même saupoudrés de grivoiseries subtiles par moments. Et pour accompagner la soirée en musique, il y a un chœur polyphonique bourguignon mené par le musicien et compositeur Jean-Bernard Guibout, qui s'appelle Les Cadets de Bourgogne. Et si le répertoire de cette compagnie s'articule principalement autour de chansons vigneronnes, ces chanteurs sont tout à fait capables à l'occasion d'entonner des airs classiques ou des airs d'opéra, comme le Chœur des soldats de Charles Gounod par exemple. Et quand la soirée touche à son terme, pour s'assurer que les convives repartent en bon ordre, des navettes assurent le service avec les établissements hôteliers de la région. La confrérie des Chevaliers du Tas de Vin, ce ne sont donc pas seulement quelques amateurs qui se retrouvent pour boire du Bourgogne sur un bourrepain en chantant des chansons. C'est aussi une association engagée dans la protection du patrimoine et de la culture, ainsi qu'aux côtés de nombreuses œuvres caritatives. À l'occasion de chaque dîner, elle reverse à une association un don équivalent au premier service des vins de la soirée, ce qui, quand il s'agit de vins de Bourgogne servis à 600 personnes, représente des contributions significatives tout au long de l'année. Et ce sont ces engagements qui ont fait de la confrérie ce qu'elle est devenue au fil du temps, avec des membres aussi éminents que des chefs d'État, comme Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing ou Emmanuel Macron, mais aussi Willy Brandt ou Angela Merkel. On trouve aussi dans le livre d'or de nombreuses personnalités du monde des arts et du spectacle ou du sport, comme Alfred Hitchcock, Teddy Riner, Éric Tabarly, Inès de la Fressange ou encore Yehudi Menuhin, parmi beaucoup d'autres. Voilà ce qu'à mon sens, il faut savoir sur la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin, et j'espère avoir répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la prochaine fois,
en vous souhaitant de belles dégustations, toujours avec modération bien sûr, dans un esprit d'hospitalité et de convivialité, comme le clame la devise de la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin, jamais en vin, toujours en vin.